Parfait, super. Donc, effectivement, là, je m'appelle Marmie Godbout-Parent avec mes collègues Hermine et Rita. On est toutes étudiantes là, ici à l'UQAM. Puis, en fait, là, on avait des projets de recherche différents. On travaille tous sur la douleur chronique, mais comme on avait des projets là, qui étaient un peu différents, on a décidé de faire une présentation un petit peu plus large, là, puis d'aller parler de la douleur chronique en général, puis de ses options de traitement. En fait, on n'a pas de conflit d'intérêt à déclarer pour cette présentation-là, mais on veut juste s'assurer de confirmer qu'on n'est pas des professionnels de la santé membres d'un ordre. Donc, on n'est pas ici là, pour parler des traitements, par exemple, sur leur efficacité ou les meilleurs traitements pour chaque patient. On est vraiment ici pour parler plus de ce que la recherche nous dit par rapport au traitement. Donc, ce qu'on connaît dans la littérature d'aujourd'hui, ce qui est disponible pour les patients, tant les traitements pharmacologiques que non pharmacologiques, là, on va pouvoir voir ça en revue. Donc, c'est sûr que nous, on ne va pas s'engager à faire une évaluation spécifique de la santé de chacun. Donc, brièvement, on va parler, là, on avait préparé une petite présentation, mais je pense qu'on va pouvoir aller plus vite, là, comme on a déjà été bien introduit. On va parler de la douleur chronique, de l'approche multimodale et multidisciplinaire adoptée en douleur chronique, les approches disponibles, donc pharmacologiques et non pharmacologiques. Puis ensuite, là, pour lancer la discussion, on a préparé là, quelques petits quiz mis en situation juste pour justement là, lancer la période de questions, puis la discussion avec vous. Donc, en fait, c'est ça. Nous, on vient de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. On est bien fiers d'étudier dans notre université ici, qu'on peut voir en bas à droite. C'est une petite université dans le nord du Québec. Donc, quand il fait moins 40 à Montréal, ben nous, c'est encore pire. On va souvent là, vers les moins 45, moins 50. Là. Donc, c'est une magnifique région avec une petite université. Puis, c'est ici là, que tous les trois, on fait nos études de maîtrise et de doctorat. Donc, on va brièvement se présenter là, avant de débuter. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Hermine Guéna. Comme Sylvie l'a dit tantôt, je suis étudiante au doctorat recherche en sciences de la santé sous la direction de la professeure Anaïs Lacasse. Donc, juste pour parler un peu de mon background, je suis titulaire d'un baccalauréat en mathématiques et informatique et j'ai aussi une maîtrise en statistique. Donc, et j'ai également travaillé ici au Québec, aussi de la Chaudière-Appalaches, où j'étais membre de l'équipe surveillance de la santé de la population de cette région-là. Bonjour tout le monde, c'est Rita, pharmacienne de formation et j'ai travaillé pendant 10 ans au Maroc. Et maintenant, je fais une maîtrise en sciences de la santé sous la supervision de professeur Anaïs Lacasse. Et mon projet, il parle de la polypharmacie, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs médicaments chez les personnes qui vivent avec de la douleur chronique. Puis finalement, moi, je m'appelle Marmie Godbout-Parent. Je suis originaire de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai été faire là, mes études à l'extérieur. Donc, j'ai été faire un baccalauréat en biochimie à l'Université d'Ottawa pour ensuite là, revenir ici en Abitibi où j'ai fait ma maîtrise. Puis là, je viens de commencer mon doctorat. Je suis aussi sous la supervision de professeur Lacasse et professeur Julien à l'UQAM. Puis moi, je m'intéresse surtout au traitement non pharmacologique, puis tout l'aspect lié au sexe et au genre, donc toutes les différences, par exemple, hommes-femmes, dans l'utilisation des traitements chez les personnes qui vivent avec de la douleur chronique. Donc là, maintenant, je vais vous parler brièvement, en général, c'est quoi la douleur chronique? Donc, la douleur chronique dans la littérature, elle est définie comme une expérience qui est sensorielle et émotionnelle, désagréable, associée ou semblant être associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Là, c'est la définition de la douleur. Maintenant, la douleur, elle peut être aiguë ou chronique. Lorsque la douleur est aiguë, on parle vraiment ici d'une douleur qui est temporaire, qui est un signal d'alarme ou un symptôme. Par exemple, lorsque quelqu'un pose la main sur une plaque, sur la poêle chaude, le réflexe, à cause de la douleur aiguë, la personne va rapidement enlever sa main. Là, c'est vraiment un signe d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La surface est chaude, alors il enlève rapidement sa main. Maintenant, lorsqu'on parle de douleur chronique, c'est une douleur qui est persistante ou récurrente et qui dure depuis plus de 3 mois.
C'est une menace aussi pour l'organisme et la douleur chronique a été reconnue il y a quelques années comme une maladie à part entière. Donc, au Canada, la douleur chronique, elle touche environ une personne sur 5 et elle affecte majoritairement les femmes. On parle ici d'une proportion de 21% chez les femmes, comparé à 16% chez les hommes. Et la douleur chronique a des impacts sérieux sur le fonctionnement physique des personnes qui vivent avec cette condition-là, également sur le bien-être émotionnel et leur qualité de vie. Maintenant, parlant de son fardeau économique, il représente environ 40 milliards de dollars en dépenses en coûts directs chaque année pour le Canada, coûts directs et indirects. Donc, il y a l'approche qui a été recommandée dans la littérature pour le traitement de la douleur chronique. Déjà, la douleur chronique, c'est une maladie qui est multidimensionnelle, donc c'est-à-dire qu'elle affecte qu'elle est affectée par des facteurs tant biologiques, par exemple le sexe et les différences génétiques, également par les facteurs qui sont psychosociaux. On va parler ici du genre et des stratégies d'adaptation. Puisque la douleur chronique est multidimensionnelle, l'approche qui est recommandée dans la littérature pour la traiter, c'est une approche qui est multimodale et multidisciplinaire. Multimodale, c'est-à-dire ça va combiner à l'approche, on conseille de combiner à la fois des approches qui sont pharmacologiques et non pharmacologiques. Ici, par approche pharmacologique, on entend les médicaments. Les approches non pharmacologiques, on entend ici les approches qui sont plus physiques, comme le yoga, méditation, et les approches qui sont psychologiques, comme des consultations chez les psychologues. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'approche multidisciplinaire, en fait, c'est l'approche multimodale qui sera en fait prise en charge, qui sera prodiguée par à la fois des médecins, des infirmières, des pharmaciens, des psychologues et des physiothérapeutes. Donc, et pour cela, les cliniques multidisciplinaires pour le traitement de la douleur chronique constituent ce qui est recommandé pour un traitement optimal. Mais cependant, il y a quand même des barrières qui font que l'approche multimodale ne soit pas toujours optimale. Par exemple, on a la méconnaissance et les préjugés qui sont associés à la douleur chronique. Il y a également le manque de formation des professionnels de la santé, l'absence des traitements pharmacologiques qui sont totalement efficaces, le travail en silo, parce qu'on recommande que les professionnels doivent se parler et travailler ensemble, mais finalement, on se rend compte qu'il arrive que des fois, chacun travaille de son côté et les professionnels ne se parlent pas. Il y a aussi le manque d'accessibilité aux cliniques spécialisées en douleur chronique. Par exemple, les temps d'attente qui sont très longs avant d'avoir accès à une clinique de la douleur. Donc, pour faire suite à cette recommandation d'avoir des approches qui sont multimodales et multidisciplinaires, il existe au Québec 4 grands centres d'expertise en gestion de la douleur chronique qui sont associés au réseau universitaire intégré en santé et services sociaux des universités de Montréal, McGill, Sherbrooke et Laval. Donc, comme je le disais tantôt, ces centres-là, en fait, ont été créés dans le cadre de la mise en place d'un programme national d'évaluation de traitement et de gestion de la douleur chronique par le ministère de la Santé et des services sociaux du gouvernement du Québec. Exactement, Hermine. L'approche multimodale, c'est l'approche qui est recommandée pour le traitement de la douleur chronique, pour avoir un traitement optimal de la douleur chronique. Maintenant, je vais comme détailler un peu l'approche pharmacologique. Quand on dit approche pharmacologique, c'est-à-dire qu'on utilise les médicaments pour son traitement de la douleur. C'est quoi un médicament? Ce sont des substances qui ont un effet physiologique lorsqu'elles sont introduites dans notre organisme. Pour le traitement de la douleur chronique, les antalgiques opiacés et non opiacés, ce sont les principaux traitements ou bien médicaments qui sont utilisés pour traiter notre douleur. Je vais vous présenter les grandes familles de médicaments qui sont
qui sont dictés, par exemple, pour traiter la douleur chronique. On a les antalgiques non opiacés, le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, ce sont souvent qui sont efficaces pour le traitement des douleurs qui sont d'intensité faible ou modérée. Ils sont administrés par voie orale ou voie parentérale. Alors, ils ne produisent ni dépendance physique ni accoutumance. On a les antalgiques opiacés. Quand on dit opiacés, c'est un terme générique pour les substances naturelles ou synthétiques qui se lient à des récepteurs opiacés spécifiques de notre système nerveux central et qui produisent un effet agoniste. Donc, les opiacés ont à la fois un effet analgésique et somnifère. Pour les cannabinoïdes, ce que j'aimerais bien que vous saviez, que la consommation de cannabinoïdes, ils peuvent produire des effets secondaires, comme doses dépendantes, qui nécessitent vraiment une surveillance et avec une initiation progressive de son dosage. Pour les médicaments antalgiques adjuvants, on a de nombreux médicaments qui sont utilisés, comme les antalgiques adjuvants, comme on a les antiépileptiques et les antidépresseurs, et de nombreux autres médicaments. Maintenant, je vais partager avec vous mon projet d'étude de maîtrise qui parle sur la polypharmacie chez les personnes qui vivent avec de la douleur chronique. C'est quoi le mot polypharmacie? C'est l'utilisation de plusieurs médicaments en même temps. L'Organisation mondiale de la santé, elle le définit comme l'utilisation de 5 médicaments au plus de façon concomitante, quels que soient ces médicaments. Par exemple, ils sont traités pour la douleur ou autre maladie. Donc, 5 médicaments, toutes indications confondues. Et une fois on dépasse 10 médicaments au plus, là, on parle de polypharmacie excessive et aussi, soit on les traite pour la douleur chronique ou pour d'autres maladies. Bien que l'utilisation de médicaments, ils nous guérissent et soulagent nos symptômes et aussi même prolonger notre vie, qu'on utilise beaucoup de médicaments, et bien sûr, en même temps, là, on augmente le risque d'avoir plus d'effets indésirables. Voyons, par exemple, les bénéfices d'avoir une polypharmacie, c'est-à-dire que combiner 2 médicaments ou bien combiner plusieurs médicaments. Alors, le bénéfice pour la douleur, c'est atteindre un soulagement optimal avec un moins d'effets indésirables, ou bien l'utilisation des médicaments qui ont un mécanisme d'action différent, c'est-à-dire qu'on prend un médicament X et un médicament A, et lorsqu'ils interagissent les deux, ils nous donnent un effet qui est bon pour notre douleur. Mais, bien sûr que je vous ai dit, il y a aussi des risques quand on utilise plusieurs médicaments en même temps, les effets secondaires que peut engendrer les médicaments, les interactions médicamenteuses, c'est-à-dire lorsqu'on utilise un médicament A, un médicament B, par exemple, le médicament A, elles interagissent et ne laissent pas le médicament autre interagissent de même façon. Les erreurs dans la prise, ça veut dire en plus, tu prends plusieurs médicaments, tu peux par exemple être dans l'oubli de prendre un médicament ou l'autre quand le prendre. Le fardeau économique important, bien sûr, plus tu utilises des médicaments, c'est plus tu auras sur ton budget, bien sûr, et les cascades médicamenteuses. Qu'est-ce que ça veut dire une cascade médicamenteuse? Une cascade médicamenteuse, il survient lorsqu'on prescrit un médicament X pour traiter l'effet indésirable d'un autre médicament. Par exemple, je vais vous expliquer ou bien vous éclaircir. On a par exemple Madame Jacob. Elle traite pour la douleur chronique. Elle prend un médicament 1, un anti-inflammatoire non stéroïdien, par exemple, Advil, et elle a un effet secondaire, hypertension. Donc, il part chez son médecin pour traiter l'hypertension. Donc, son médecin, il va lui prescrire un anti-hypertenseur. Après que Madame Jacob, il prend son anti-inflammatoire stéroïdien et son anti-hypertenseur, elle aura des étourdissements. Donc, automatiquement, il va revenir chez son pharmacien ou bien son médecin pour lui prescrire un nouveau médicament contre l'étourdissement. Et comme ça, on peut dire qu'il s'agit de cascade médicamenteuse. Et en fin de compte, Madame Jacob, il peut avoir comme jusqu'à 10 médicaments à cause de ça. Je vous présente les résultats de mon projet de maîtrise. On a trouvé que sur 1342 patients, on a trouvé que 71,4%
des personnes qui vivent avec de la douleur chronique, ils ont 61,4% de polypharmacie et versus à ceux de la population générale, 11,20%. Et en excessive, la polypharmacie excessive, 26%, respectivement, versus 6% dans la population générale. Donc, je laisse la parole à Marie-Mé. Effectivement, là, on va aller voir les approches qu'on dit plus non pharmacologiques. On les appelle non pharmacologiques, mais sont aussi appelées là, les approches physiques et psychologiques. Donc, effectivement, tout ce qu'on appelle les traitements non pharmacologiques, c'est n'importe quel traitement qui n'implique pas l'ingestion d'un composé chimique, donc qui n'implique pas les médicaments. C'est des traitements qui sont quand même intéressants parce qu'ils peuvent être assurés soit par les professionnels de la santé, les prestataires de soins, mais aussi par le patient lui-même, si on pense par exemple à des programmes comme l'autogestion. Donc, c'est des traitements qui peuvent se faire, oui, dans les établissements de soins, mais qui peuvent aussi là, être réalisés à distance ou même là, à la maison. Il existe une panoplie de traitements non pharmacologiques pour aider avec la douleur chronique. Si on pense par exemple au TENS, on peut penser à l'acupuncture, massothérapie, le yoga, l'exercice, les traitements chaud-froid. Si on pense à des traitements plus catégorisés psychologiques, on pense par exemple là, aux thérapies cognitivo-comportementales, les programmes d'autogestion. Bref, il y a vraiment beaucoup de traitements qui sont offerts. Ce qui est difficile après ça, c'est de trouver quel traitement est efficace pour chaque patient. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir qu'une grande liste de ces traitements-là existe, qui, pour certains patients, là, peuvent être plus efficaces ou moins efficaces selon là, chaque personne. Malgré que les traitements non pharmacologiques sont recommandés dans l'approche de traitement multimodal, on veut vraiment là, aller essayer de combiner ces approches-là avec les médicaments. Il y a quand même plusieurs là, traitements qui mènent à leur sous-utilisation. Ces traitements qui sont beaucoup moins utilisés que les médicaments. Pourquoi? Bien, plusieurs raisons. Premièrement, les difficultés d'accès. On connaît les listes d'attente, par exemple, pour aller chez un psychologue ou avoir accès à un physiothérapeute ou quoi que ce soit. C'est sûr que ces difficultés-là d'en avoir accès peuvent nous mener là, à laisser tomber les traitements. Il y a aussi les fausses croyances concernant le traitement, que les traitements non pharmacologiques sont moins efficaces ou pas efficaces. Il y a aussi le manque de support social. Parfois, on a besoin de support pour aller consulter ou pour aller chercher tel type de traitement. Donc, ça peut aussi là, mener à une sous-utilisation. Manque de support du système de santé, c'est des traitements qui souvent peuvent devenir très dispendieux, surtout si on va, par exemple, en clinique privée. C'est pas long là, que ça devient très cher, puis c'est souvent non remboursé par les assurances. Fait que c'est sûr que ça peut aussi mener là, à des raisons de sous-utilisation. Puis, c'est aussi des traitements qui, souvent, là, nécessitent une implication active du patient. Donc, parfois, quand on parle d'actifs, par exemple, c'est tout ce qui implique, par exemple, de l'exercice, une séance de physiothérapie, par exemple, qui peut être là, demander beaucoup d'énergie. Donc, des fois, c'est soit le manque de motivation, mais souvent, ça peut aussi être des douleurs qui sont tellement extrêmes qui, des fois, là, aller faire de l'exercice devient un obstacle en soi. Donc, dans mon projet de maîtrise, justement, je m'intéressais là, à toutes les approches non pharmacologiques qui étaient utilisées chez les gens qui vivent avec la douleur chronique. Et on avait recruté là, 1935 patients qui vivaient avec la douleur chronique. Puis de ceux-là, on a trouvé là, que 85,5% des gens utilisaient au moins une approche non pharmacologique. Ce qui est vraiment encourageant si on compare à ce que la littérature en dit. On parle plus là, de 35 à 45% là, qui utilisaient les approches non pharmacologiques. Il faut savoir que dans le projet de maîtrise, on avait vraiment une grande liste de traitements disponibles pour les patients, comme par exemple les traitements, l'alternance de traitements chaud-froid ou la relaxation, méditation, donc des traitements qui sont peu coûteux puis disponibles directement à la maison. Donc, on pense que ça pourrait avoir eu un impact sur pourquoi on a eu une aussi grande prévalence. Mais c'est quand même là, très positif de voir que les approches non pharmacologiques sont de plus en plus utilisées en douleur chronique. Effectivement, là, de ce qu'on avait remarqué, les traitements qui étaient les plus souvent utilisés, donc qui semblaient là, le mieux fonctionner pour les patients, c'est tout ce qui attrayait les traitements chaud-froid, donc que ce soit des bains, que ce soit de la glace, que ce soit les coussins chauffants, par exemple. L'exercice, donc tout type d'exercice confondu, que ce soit la marche, la musculation, peu importe les exercices recommandés. Puis finalement, la méditation.
On voit aussi là, qu'il y a certains traitements qui étaient vraiment peu utilisés. Si on pense par exemple là, aux interventions de groupe, aux produits homéopathiques, à l'hypnose, qui avait seulement 4 % des gens qui en utilisaient. Donc, on peut voir ici là, la charte des traitements qui étaient le plus jusqu'au moins utilisés en traitement de la douleur chronique. Si on regarde la physiothérapie, c'est quand même 23 % des gens qui en utilisent. Puis, par exemple, chaud-froid, c'était quand même quasiment une personne sur 2 qui utilisait ce traitement-là pour aider avec leur douleur. Puis, c'est ça, en fait, l'article n'est pas encore soumis, mais on était aussi allé voir là, toutes les différences hommes-femmes qui avaient été remarquées là, dans les traitements pour les traitements non pharmacologiques. Puis, on avait fait des belles observations là, par rapport à tout ce qui était les différences que les femmes utilisaient tel type de traitement. Les femmes utilisaient davantage, par exemple, le chaud-froid, tandis que les hommes semblaient utiliser davantage l'exercice. Donc, ça, c'est ce qui attrayait plus à mon projet de maîtrise. Donc, c'est un peu ce qui fait le tour là, brièvement des approches physiques, pharmacologiques puis psychologiques utilisées en douleur en ce moment. Pour lancer la discussion par rapport à ça, on avait pensé là, faire des petites mises en situation, donc des petits quiz, là, vraiment des questions pour lancer la discussion. Donc, on avait pensé, Sylvie, je ne sais pas si vous voulez animer ça ou… Bien, en fait, je vais prendre juste une petite pause parce que, comme je l'avais dit, là, je dois arrêter l'enregistrement. Et juste avant de mettre fin à l'enregistrement, moi, il y a plusieurs personnes qui sont entrées et vous aviez commencé votre très excellente présentation. Donc, je veux simplement dire aux gens que tout le contenu, là, c'était dense. Il y avait beaucoup d'informations. Même moi qui travaille avec vous assez régulièrement, c'est certain que je vais vouloir retourner voir puis prendre mon temps pour vous réécouter. Je vous remercie vraiment infiniment. Donc, la portion de la présentation, comme je vous le disais, va être disponible. Donc, j'arrête l'enregistrement dès maintenant.